Bonjour Philippe Brun, alors Bonjour. merci de venir. Vous auriez dû tout à l'heure aller à l'Assemblée, mais le Premier ministre a suspendu les débats. Il réfléchit sans doute avec le Président de la République à comment mettre fin au débat budgétaire. Alors, soit les ordonnances, soit le 49.3. Alors, on a quelques pistes, mais on va y revenir. Vous avez réagi vertement hier soir en disant, si ce sont les ordonnances, alors je le rappelle, ça contourne complètement le Parlement. C'est un texte qui est adopté sans vote. Vous avez dit, si c'est le cas, les socialistes censurent et demande la destitution du président de la République. C'est pourquoi? Pour faire peur au gouvernement, pour aller vers une autre piste? Alors, je me suis exprimé à titre personnel. J'aimerais rappeler aux téléspectateurs ce que ça veut dire les ordonnances. Ça veut dire que pour la première fois, depuis la Révolution française, le Parlement ne vote plus le budget. S'il y avait un 49.3, là, il y a un vote, une motion de censure. Ça veut dire que pour la première fois, depuis que la République a été proclamée, les députés, qui sont les représentants du peuple, qui sont là pour consentir à l'impôt, pour s'assurer du bon emploi des deniers publics, ne pourraient plus le faire. Ce serait donc extrêmement grave. Ce serait, je l'ai dit, un 18 brumaire, c'est-à-dire une sorte de coup d'État rampant. Et cela, je ne peux pas l'accepter. Donc j'ai dit à titre personnel qu'en tant que député, si jamais cela arrivait, je prendrais mes responsabilités et je voterais une motion de censure et même la destitution du président de la République, car je crois que c'est un usage d'ailleurs qui est illégal. L'article 47 de la Constitution dit si on peut recourir aux ordonnances si le Parlement ne s'est pas prononcé. Or, le Parlement s'est prononcé, le Sénat a voté pour le budget, l'Assemblée nationale a voté contre. Donc le Parlement s'est prononcé et je crois que cette procédure, les ordonnances, elle ne peut pas être utilisée. Pour autant, on apprenait la semaine dernière, en début de semaine, que les ordonnances prévues ont été adressées au Conseil d'État, sans doute pour un avis. Ça veut dire que c'est quand même enclenché. Vous pensez qu'il y a une autre option sur la table? On nous dit ce matin clairement, on a quelques sources, dont une de mes consoeurs journalistes au service politique de France Télévisions, qui nous dit que la séance reprendrait mardi avec le 49 alinéa 3. Est-ce que vous pouvez confirmer ou pas cette information? Non, Est-ce que vous l'aviez? Non, nous n'avons pas du tout cette information. En vérité, nous n'avons pas d'information de la part du gouvernement. Je dis très simplement, c'est que la seule solution possible entre les deux, c'est un 49.3 négocié, comme nous l'avions fait l'année dernière avec François Bayrou. Le budget, d'ailleurs, qui s'exécute toujours grâce à la loi spéciale, c'est un budget qui avait été négocié. Ce qui compte maintenant, c'est moins que la procédure, c'est le compromis et ce qu'il y a dans le fond de ce budget. Et au moment où je vous parle, les discussions n'ont pas abouti. Vous ouvrez la porte, vous avez pris vous-même l'exemple de François Bayrou, vous ouvrez la porte à un pacte, appelons-le comme on veut, de non-censure des députés socialistes. C'est au gouvernement de le construire avec un nombre suffisant de forces politiques. Je crois qu'il doit aussi consulter les écologistes, les communistes, tous ceux qui finalement travaillent à Parlons du fond, parce que là on parle de la forme pour le faire adopter. Simple. Je vais être très clair avec vous. On nous demande 4 choses. 1, le pouvoir d'achat. On a un vrai problème de consommation dans notre pays. Les salaires demeurent trop bas. On demande une augmentation importante de la prime d'activité entre 1 et 2, quasiment 2 SMIC. Donc la prime d'activité 1,3 SMIC et aussi entre 1,3 et 2 SMIC. Donc on demande une augmentation de cette prime d'activité. On demande également des moyens supplémentaires dans l'éducation nationale et notamment l'annulation des suppressions de postes d'enseignants. On demande des crédits supplémentaires pour l'écologie et notamment l'investissement dans la rénovation énergétique des logements, dans les ponts, les routes, les transports ferroviaires, les réseaux d'eau. Et puis on demande également un certain nombre de mesures sur le logement. Il y a un compromis qui a été trouvé entre tous les groupes politiques à l'Assemblée nationale sur le logement. On demande que ces mesures-là figurent dans le texte final. Et donc, les efforts demandés au patrimoine, aux grandes fortunes, aux plus aisés, vous dites, pour l'instant, comme on a été recalé pendant les débats, on met plus ça dans la corbeille de la mariée, si on peut parler comme ça. Pour financer tout cela, il faut évidemment davantage de justice fiscale. Donc d'abord, un certain nombre de dépenses supplémentaires pour soutenir les Français qui travaillent dur. La prime d'activité, je rappelle, c'est pour les gens qui vont bosser plutôt que de rester chez eux. Il faut donc les aider. Et dans la période, on voit que tous les prix augmentent, tout augmente. Il faut absolument les aider. Et puis, les nouvelles recettes, vous les recettes. Alors, nous demandons une augmentation de la surtaxe sur les très, très grandes entreprises. Vous savez, celle qui a été proposée par le gouvernement à hauteur de 8 milliards. Nous demandons également qu'on fasse un rabot sur toutes les niches fiscales qui, aujourd'hui, grèvent considérablement les recettes publiques, comme le pacte du Trade, quand même extraordinaire. Vous pouvez transmettre à vos enfants votre holding.
en exonérant de 75% de droits de succession. Vous mettez votre yacht dessus, vos bijoux, vos œuvres d'art, et il n'y a pas de droit de succession. On demande qu'on mette fin à ces niches exubérantes. Et puis, il y a aussi une discussion sur la CVAE. Vous savez, c'est une taxe, un impôt de production que le gouvernement voulait baisser pour les très, très grandes entreprises. Nous pensons qu'il faut annuler cette baisse. D'autres sujets sont en discussion. Je rappelle que la Commission des finances avait adopté le rétablissement de l'ISF. L'amendement étant déposé, il peut être retenu dans le 49.3 et je crois que ce serait un bon signal envoyé. 5 milliards d'euros de recettes supplémentaires qui permettent d'équilibrer le budget. Je rappelle qu'il faut qu'on tienne nos objectifs de déficit. Les socialistes sont favorables à ce que le déficit soit ramené à moins de 5%. Pour en finir avec cette question sur le budget, vous nous dites ce matin que si ces conditions-là ou certaines sont remplies, vous êtes prêt, même à l'amorce d'une campagne électorale et municipale, à être le parti qui pourrait, entre guillemets, venir au secours du gouvernement en ne censurant pas. Ce n'est pas le secours du gouvernement, c'est le secours de la France. L'intérêt de la France, c'est qu'il y ait un compromis sur le budget. Mais rien ne serait pire qu'un compromis vide, qu'un compromis qui mette à contribution les classes populaires et les classes moyennes, qu'un compromis qui voit le pouvoir d'achat des plus précaires de ce pays baisser. Donc le compromis, oui, s'il est ambitieux, s'il permet de défendre les gens qui bossent, s'il permet de défendre les services publics, s'il permet de défendre la santé, l'emploi et l'éducation nationale. S'il n'y a pas ce compromis-là, alors, sans regret, nous censurerons, absolument sans regret. Mais si ce compromis est possible et peut obtenir des victoires pour les gens, alors là aussi, il faudra faire prévaloir l'intérêt national devant toute autre considération. Alors, on verra si effectivement la source qu'on avait ce matin se vérifie et si mardi, vous reprenez les débats avec un 49 alinéa 3. Deux questions internationales. On le sait, il y a un grand froid diplomatique, sans mauvais jeu de mots, entre les États-Unis et l'Europe à propos du Groenland. Votre réaction à l'envoi d'une quinzaine de chasseurs alpins français pour une mission de reconnaissance au Groenland, vous pensez que c'est un moyen pour l'Europe et la France de dire à Donald Trump « vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez » ? Oui, cet exercice est utile. Je crois que maintenant, il faut aller plus loin. On a un membre de l'OTAN qui viole directement l'article 5. Ça, c'était inimaginable il y a encore quelques jours. Oui. Du traité de l'Atlantique Nord. Donc c'est une violation extrêmement profonde de ce qu'est l'OTAN. Moi, je le dis ici, il faut qu'on commence à réfléchir très sérieusement à exclure les États-Unis de l'OTAN. Ce n'est pas à nous de quitter l'OTAN. C'est aux États-Unis de le quitter. Je rappelle d'ailleurs que sur le budget de l'OTAN... C'est lourd de conséquences de formuler de cette manière-là. Alors, le budget de l'OTAN aujourd'hui, je rappelle, le budget propre de l'OTAN, je ne parle pas du budget global de toutes les armées qui en font partie. Le budget propre de l'OTAN, les États-Unis n'y contribuent qu'à 15%. La France à 10%, le Royaume-Uni à 10%. Vous voyez bien que c'est un acteur qui n'est pas si important que cela aujourd'hui dans le financement des activités propres de l'OTAN. Mais la symbolique n'est pas financière. Écoutez, il faut que les États-Unis aujourd'hui disent ce qu'ils souhaitent faire. Si c'est le régime de la terreur internationale, si c'est le régime de la force, c'est la remise en cause de tout ce en quoi nous croyons, le règlement pacifique des conflits, le droit international, le multilatéralisme, nous ne pouvons pas l'accepter. Ce n'est plus un allié pour vous, clairement. La raison pour laquelle nous sommes alliés avec les États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que nous partageons un certain nombre de valeurs supérieures, de respect des droits de l'homme, de respect de la démocratie, de respect aussi du règlement pacifique des conflits par le droit international, de respect de la souveraineté des États et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Si nous remettons en cause ces principes, alors il n'y a plus d'alliance possible, il n'y a plus de raison de continuer à être asservi à cette Amérique impérialiste qui remet en cause tout ce en quoi nous croyons. Alors, toujours en parlant des États-Unis, apparemment Donald Trump tergiverse pour une intervention qu'il avait pourtant promise en Iran. Comment faire entendre la parole de la France alors que le bilan est impossible à faire, que des milliers de manifestants sont tués par le régime des mollahs? Que doit faire la France pour se faire entendre? Et doit-elle intervenir, je parle dans les mots, dans ce conflit en Iran? Alors, il y a une déclaration il y a 2 jours aujourd'hui, avec les ministres du G7 qui propose des sanctions supplémentaires, en tout cas qui menace de sanctions supplémentaires. Je crois que compte tenu du bilan que nous avons aujourd'hui, il est temps d'activer ces sanctions supplémentaires sur le régime. Après les interventions militaires, je n'y suis pas favorable. Je ne suis pas favorable non plus à ce que des pays viennent imposer des changements de régime. C'est au peuple eux-mêmes de se battre. Nous pouvons les aider, nous pouvons les armer, nous pouvons leur fournir un soutien logistique, nous pouvons mettre en place des sanctions. Et puis, il y a quelques lignes rouges. S'il y avait l'emploi d'armes chimiques, d'armes bactériologiques, par exemple,
il faudra avoir aucune hésitation et détruire ces stocks d'armes. Mais pour le reste, évidemment, pas d'envoi de troupes au sol, et pour l'instant, évidemment, pas d'intervention militaire, mais un soutien absolu aujourd'hui aux manifestants en Iran. Alors, très rapidement, puisqu'on parle de défense, on parle de dépenses de défense, vous êtes favorable à ce que le président de la République a annoncé hier, c'est-à-dire un effort supplémentaire autour de 36 milliards d'euros pour compléter la loi de progression militaire à l'horizon de 2030, c'est nécessaire? Oui, il faut le faire aujourd'hui, on le voit bien, il y a des menaces qui sont très importantes, un monde de plus en plus dangereux, le retour des impérialismes de puissance, la fin finalement du droit international, l'inutilité complète de l'OTAN, de l'ONU. Et face à cela, il faut que la France, qui est la plus grande armée de l'Union européenne, se fasse entendre. Elle a un rôle stabilisateur dans le monde entier. Et il faut donc que nous mettions finalement à niveau notre outil de défense. Merci Philippe Brun. Et donc rendez-vous mardi, on verra si le 49 alinéa 3 est dégainé, comme on dit, par le Premier ministre. Il faudra d'abord un compromis au service des classes populaires et des classes moyennes. Vous allez y travailler ce week-end, merci.